Et je suis très contente que finalement, au cours de cette session, on a abordé un tout petit peu tous ces problèmes psychologiques et les stress qui est causé par cette annonce chez nos patientes. Malgré qu'effectivement, Sophie nous a dit que l'insuffisance ovarienne n'est pas une ménopause, quand les patients reçoivent les résultats des dosages hormonaux et notamment de l'FSH, sur les laboratoires, c'était marqué au-delà des 40 FSH. Donc, comment retourner cette situation dans notre consultation et ne pas dire à la patiente non madame vous n'êtes pas ménopausée. Donc l'insuffisance ovarienne c'est quelque chose de dramatique pour ces patientes jeunes et très vieilles avant l'âge. Les traitements de stimulation ovarienne quand on reçoit une patiente en clinique ne permet pas de traiter avec efficacité, on le sait, cette insuffisance ovarienne, on vient d'aller voir, d'où la difficulté d'expliquer à des jeunes patientes qui sont parfois réglées comme on a vu tout à l'heure les refus de la prise en charge de la stimulation ovarienne. Et ça, c'est quand même un élément très délicat. Et il faut trouver les mots. Donc, je pense que trouver les mots nécessite comprendre. Comprendre quelque chose d'humain, mais tenir compte des antécédents de la patiente, qu'on a bien évoqué au cours de cette matinée. Effectivement, il y a des patientes qui ont eu un cancer, donc elles s'étaient atteintes dans leur pronostic vital, et en plus de ça, elles sont infécondes et stériles. Parfois, il y a des causes génétiques, M. Fellous les a évoquées, avec les ternaires, et nous connaissons maintenant les complications de ces grossesses. Et comme on a dit tout à l'heure, environ 75% des causes sont dites inexpliquées. Mais il y a parfois des causes toxiques qui sont associées à les tabac et autres addictions, des chocs psychologiques peut-être, des insuffisances ovariennes prématurées avec des cycles réguliers, mais encore des cycles qui posent les problèmes de ce refus de la stimulation ovarienne. Il faut aussi comprendre l'étiologie de cette insuffisance ovarienne pour nous médecins, pour mieux comprendre nos patientes. Comprendre les décalages. Et très bien dans l'âge, comme je viens de vous dire, les FSH réhabituaires de laboratoire, la ménopause, même si Sophie nous dit que ce n'est pas une ménopause. Et il faut comprendre cette insuffisance pour pouvoir communiquer avec nos patientes, prendre le temps et avoir un regard plus humain de ce peut-être qu'on fait actuellement. Il faut comprendre, et je pense qu'il faut écouter ce qu'ils disent nos patientes. Elles sont des jeunes femmes âgées, ménopausées, pour la fécondité aussi, mais aussi souvent, on voit en consultation, qui a une mise en cause de leur féminité. Et c'est une image relativement douloureuse d'elle-même à l'égard de son couple et de l'homme qui partage sa vie. Donc, elle se pose la question, la faute à qui, quand on écoute, quand on laisse parler les patientes, pourquoi moi, pour qui, quoi faire. Il faut, je pense, comprendre l'étiologie, écouter ce qu'ils disent nos patientes. Et puis, je pense, j'ai appris avec le temps, depuis 25 ans, ne pas être définitif, même si je sais que ce que je peux apporter à mes patientes est très peu. Alors, je vais vous raconter des histoires qu'on dit tous. Joël nous a donné 5% de grossesse spontanée, des histoires connues. On le raconte dans les congrès, mais c'est des histoires des chasses, donc on banalise. Mais nous avons tous des grossesses spontanées. Donc je voulais vous présenter 2 cas. Madame A, 31 ans, en 2006. Histoire familiale des ménopauses précoces, puisque maintenant, pour faciliter les entretiens en consultation, je donne une fiche patiente avant l'arrivée au cabinet, à la consultation, afin de pouvoir repérer des histoires familiales et pour me faciliter un tout petit peu la connaissance de couple que je reçois. Donc, histoire familiale des ménopauses précoces, la mère, la grand-mère, donc ils sont toutes faits un seul enfant, des cycles courts, 23 ans, cariotype normal, je n'ai pas été à la recherche à ce moment des anomalies, histographie normale, pas de tabac, pas de facteurs toxiques. FSH à 14, effectivement, c'est pas l'FSH à 40, mais je regarde le follicule à l'échographie, une très faible réponse ovarienne, enfin très peu de follicules, avec une AMH correcte. Donc on a beaucoup parlé de l'histoire familiale de cette femme. Et puis je dis, écoutez, pour l'instant, on attend, après l'entretien, et on ne fait rien. J'avoue qu'avant toutes ces réflexions, il y a 5-7 ans, j'étais incapable peut-être, tant que médecin, de prendre le temps de cette écoute, de cette compréhension, et de dire, écoutez, madame, on attend un tout petit peu, on ne fait rien. Avant, je perdais mes patientes. Bon, finalement, cette patiente, elle a reçu une consultation, retard des règles de 2 semaines,
elle m'a dit, je suis maintenant finalement à ménopause. J'ai fait, écoutez, on va faire une échographie, grossesse évolutive avec naissance d'une fille. En 2008, elle m'est adressée à nouveau puisque la gynécologue qui les suit recontrôle les FSH, puisqu'elle était déjà dans cette notion de ménopause précoce. FSH à 19, même topo, voilà. Elle m'a dit, je n'ai plus encore mes règles, mais là c'est la définitive, je suis à ménopause. Échographie, grossesse évolutive à 2 mois, j'espère que ça serait le 2e enfant pour cette patiente. Des histoires connues, des histoires, pour ne pas être définitif, Madame T, 33 ans, endométriose pelvienne stade 3, indication de PMA tubaire, un test de réserve ovarienne très défavorable, un FSH élevé. On va penser que c'est une patiente mauvaise réponse ovarienne. 3 tentatives de stimulation à forte dose, une annulation, 2 poncions, peu d'ovocytes, 0 embryon. L'indication de don est posée par un collègue. Et la patiente est persuadée, puisque maintenant nos patientes visitent de plus en plus les sites Internet et elles sont un bagage assez important, elle est persuadée que les fortes doses ne lui conviennent pas. Elle veut essayer autre chose avant les dons, puisqu'elle avait lu une publication scientifique d'un de nos collègues. Donc, après réflexion avec la patiente, stimulation classique, faible dose, etc. Et la grossesse est évolutive quand elle était déjà inscrite dans un parcours de dons en Espagne. Donc, j'espère qu'elle va accoucher et que tout ça va bien passer. Cette prise en charge des écoutes, des compréhensions, des savoirs attendre, j'interviens de moins en moins en termes de stimulation ovarienne quand je n'ai pas de facteurs mécaniques ni masculins pour ces insuffisances ovariennes. Les aider à faire le deuil. Philippe Merviel a marqué ça sur Diapositive et nous on se pose la question avec Eva Veil, peut-on faire le deuil d'un enfant qui n'a jamais existé? Ça faut continuer à utiliser Madame faites le deuil. Les couples, parce que finalement on a la femme mais on traite l'homme de plus en plus, on doit accompagner ces couples vers un autre choix mais pas les induire. C'est vrai que Joël a dit quelque chose de très important concernant le don d'ovocytes en France. Il y a quand même malaise. Depuis 86 que j'ai pratiqué les dons d'ovocytes à l'hôpital Tenon et que nous avons adressé beaucoup des patientes et les patientes vont spontanément dans les pays limitrophes. J'avoue que j'ai très peu de retours des patientes qui ont eu des enfants par don d'ovocytes et ça m'inquiète énormément. Faut-il tout de suite les induire vers un don d'ovocytes? Ne faut pas-il prendre le temps de la réflexion avec les couples, les aider à tourner la page, mais pas faire le deuil, puisque on a l'impression que le deuil, c'est pas un bon mot. Les aider à tourner cette page, à cette frustration de l'enfant biologique impossible, les aider aussi bien la femme que le couple à réparer les blessures. Donc je pense que l'objectif final de ces mots pour les dire, comprendre, écouter, accompagner la femme et les couples vers d'autres alternatives, les dons de gamètes, mais après réflexion, puisque souvent les patients me disent « Qu'est-ce qu'ils disent vos patientes après la naissance de dons d'ovocytes ?» Et je réponds malheureusement, depuis 25 ans, je n'ai pas de réponse, j'ai beaucoup de pertes de vue. Je me sens très mal à l'aise dans ces réponses comme ça. L'adoption, rien. Par l'écoute de leur histoire, sans décider et sans s'induire des décisions. Il me semble de plus en plus importante que tant que médecins de la reproduction, nous travaillons ensemble avec vraiment les psychologues, les psychanalystes, afin d'établir un lieu de réflexion et essayer peut-être, je suis pas du tout contre le don d'ovocytes, mais avant de prendre cette décision qui est de plus en plus banalisée, pouvoir discuter avec les couples, les accompagner. Et je pense que là, il faut revenir à cette situation de pouvoir créer une équipe multidisciplinaire et de travailler avant que la décision soit prise. Voilà c'est mon message de médecin de reproduction. Je passe la parole.